Si on m'avait dit un jour que moi, je serais... Imaginez un homme assis face à une caméra. Un homme qui a tout connu. La célébrité, l'argent, les plateaux de télévision, les applaudissements. Et qui un jour regarde la France droit dans les yeux pour dire une phrase capable de faire trembler bien des certitudes. Des politiques venaient se droguer chez moi. Pendant quelques secondes, le silence s'installe. Puis les questions commencent. Qui sont-ils ? Pourquoi parle-t-il maintenant ? Et surtout, combien de secrets cet homme garde-t-il encore ? Car avant de devenir l'auteur de révélations qui font aujourd'hui la une des médias, Mathieu Delormeau était avant tout l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Durant des années, son sourire semblait inébranlable. Les téléspectateurs le retrouvaient quotidiennement dans leur salon. D'abord sur NRJ12, où il devient rapidement une figure incontournable du divertissement. Puis auprès de Cyril Hanouna, dans l'une des émissions les plus regardées du pays. Sa carrière ressemble alors à un conte de fées moderne. Les audiences grimpent, les contrats se multiplient, les magazines parlent de lui. Son nom circule dans les soirées parisiennes les plus en vue. Aux yeux du public, tout semble fonctionner parfaitement. Mais ceux qui ont fréquenté les coulisses du monde médiatique savent une chose. La lumière des projecteurs est parfois l'endroit où l'on cache le mieux ses ombres. À mesure que sa notoriété grandit, Mathieu Delormeau découvre un univers auquel peu de Français ont accès. Un monde de fêtes privées, de rencontres discrètes, de portes qui s'ouvrent uniquement pour certains privilégiés. Dans ses appartements luxueux et ses soirées qui se prolongent jusqu'au petit matin, les frontières habituelles semblent disparaître. Animateurs, producteurs, artistes, hommes influents, tout le monde se croise, tout le monde se connaît, ou croit se connaître. Pour le public, Mathieu Delormeau est alors un homme comblé. Mais derrière les caméras, quelque chose commence lentement à changer. Au début, presque personne ne le remarque, pas même lui. Comme souvent dans les histoires de dépendance, rien ne ressemble à une catastrophe lorsqu'elle commence. Il n'y a ni sirène, ni alarme, ni avertissement. Seulement de petites décisions, de petits renoncements, de petites habitudes qui s'installent discrètement et qui finissent par transformer une vie entière. Des années plus tard, lorsqu'il regardera cette période avec lucidité, Delormeau comprendra que sa chute n'a pas commencé le jour de son arrestation. Elle a commencé bien avant, à une époque où tout le monde pensait qu'il avait réussi, à une époque où il semblait avoir tout ce dont un homme pouvait rêver. Car parfois les plus grands effondrements naissent précisément au sommet. Et alors que les téléspectateurs continuent de l'applaudir chaque soir, une présence silencieuse s'installe progressivement dans son quotidien. Une présence qui va bientôt prendre plus de place que sa carrière, plus de place que sa réputation, et peut-être même plus de place que sa propre volonté. Lorsque l'on regarde aujourd'hui le parcours de Mathieu Delormeau, il est tentant de chercher le moment précis où tout a basculé. Pourtant, les grandes chutes ne commencent presque jamais par un événement spectaculaire. Elles s'installent lentement, dans le silence, alors même que tout semble aller pour le mieux. À cette époque, Mathieu Delormeau est un homme qui a réussi. Son visage est connu dans toute la France. Les émissions s'enchaînent, les audiences sont au rendez-vous et les invitations affluent. Il évolue dans un univers où les nuits sont longues, où les rencontres se multiplient et où la frontière entre vie professionnelle et vie privée devient de plus en plus floue. Dans ce milieu, où l'apparence est essentielle, il faut toujours être en forme, toujours être performant, toujours donner l'impression que tout va bien. C'est dans ce contexte que la cocaïne fait progressivement son entrée dans sa vie. Au départ, rien ne ressemble à une catastrophe. Comme beaucoup de consommateurs, il pense maîtriser la situation. La substance lui donne l'impression d'être plus énergique, plus sûr de lui, capable d'enchaîner les journées de travail et les soirées sans ressentir la fatigue qui s'accumule. Le piège est précisément là. La drogue ne se présente jamais comme une menace. Elle se présente comme une solution. Les semaines deviennent des mois. Peu à peu, ce qui n'était qu'une expérience occasionnelle se transforme en habitude. Puis l'habitude devient un besoin. Sans même s'en rendre compte, Delormeau commence à organiser sa vie autour de cette consommation. Les soirées se ressemblent, les visages changent, mais les comportements restent les mêmes. Dans certains cercles qu'il fréquente, la drogue est partout. Elle circule discrètement, presque naturellement,
comme si elles faisaient partie du décor. Le plus dangereux, c'est que rien ne semble s'effondrer immédiatement. Sa carrière continue. Les caméras sont toujours là. Le public continue de le voir sourire. Mais derrière cette façade rassurante, les premiers dégâts apparaissent. Il dort moins, il s'isole davantage. Certains proches remarquent qu'il devient plus difficile à joindre. Des messages restent sans réponse. Des rendez-vous sont annulés au dernier moment. Des obligations autrefois importantes passent progressivement au second plan. Puis vient l'impact financier. L'argent qui entrait facilement commence à disparaître tout aussi rapidement. Les dépenses liées à la consommation deviennent considérables. Pourtant, comme beaucoup de personnes confrontées à une addiction, il refuse encore de voir l'ampleur du problème. Il se persuade qu'il peut arrêter quand il le voudra, après cette semaine, après cette émission, après ce prochain projet, mais ce moment n'arrive jamais. Au fil du temps, l'addiction cesse d'être un simple comportement. Elle devient une présence permanente, une voix qui influence chaque décision, une force invisible qui prend peu à peu le contrôle de l'existence. Mathieu Delormeau continue d'avancer, convaincu qu'il peut encore garder la maîtrise de sa vie, alors que celle-ci lui échappe déjà. Et bientôt, la réalité va le rattraper de la manière la plus brutale possible. Car derrière les portes closes de cet univers, où tout semblait permis, les conséquences commencent à s'accumuler. Et un matin, celui qui croyait encore pouvoir cacher ses démons va se retrouver face à une situation qu'aucune célébrité, aucun contact et aucun succès ne pourront empêcher. Pendant des années, Mathieu Delormeau avait réussi à cacher la gravité de sa situation. Même lorsque son addiction prenait de plus en plus de place dans sa vie, il continuait à apparaître à l'écran avec le sourire. Mais il arrive toujours un moment où la réalité finit par rattraper ceux qui pensent encore pouvoir lui échapper. Ce moment arrive brutalement. L'ancien chroniqueur est interpellé une première fois dans le cadre d'une affaire liée à l'achat de cocaïne. Puis une nouvelle interpellation survient. Cette fois, il n'est plus question de rumeurs ou de soupçons. Les faits sont publics. Le nom de Mathieu Delormeau apparaît partout dans les médias. En quelques heures, l'affaire fait le tour des rédactions. Les titres de presse sont implacables. Celui qui était autrefois présenté comme l'un des visages les plus populaires du divertissement devient soudain l'homme arrêté dans une affaire de drogue. Les chaînes d'information s'emparent du sujet. Les journaux relaient l'affaire. Les réseaux sociaux explosent. Des milliers de commentaires apparaissent. Certains expriment leur déception, d'autres leur colère. Quelques-uns manifestent de la compassion. Mais une chose est certaine. Toute la France semble avoir un avis sur sa chute. Pour Delormeau, le choc est immense. Il se retrouve placé en garde à vue. Derrière les portes d'un commissariat, loin des studios de télévision et des projecteurs, il doit faire face à une réalité qu'il ne peut plus nier. À cet instant, l'image publique qu'il a construite pendant des années semble s'effondrer sous ses yeux. Le plus difficile n'est peut-être pas la procédure elle-même. Le plus difficile est la honte de voir son nom associé à la drogue, la honte d'imaginer les réactions de sa famille, la honte de savoir que des millions de personnes découvrent ses faiblesses en même temps. Et surtout la peur du jugement. Pendant longtemps, Delormeau a expliqué avoir eu l'impression d'avoir détruit tout ce qu'il avait construit. Sa carrière, sa crédibilité, son avenir. Chaque matin, il se réveille avec la sensation que sa vie lui échappe un peu plus. Peu à peu, les conséquences professionnelles deviennent visibles. Les invitations à la télévision se raréfient, certains projets disparaissent, les producteurs deviennent prudents, son visage apparaît de moins en moins à l'écran. L'homme qui occupait autrefois les plateaux les plus regardés de France disparaît progressivement du paysage audiovisuel. Avec cette disparition vient une autre inquiétude, l'argent. Pendant près de 2 ans, les revenus s'effondrent. Pourtant, les charges continuent. Les crédits immobiliers doivent être remboursés. Les factures continuent d'arriver. À cela s'ajoutent les dépenses liées à la consommation de drogue et au traitement de son addiction. Plus tard, Delormeau révélera avoir perdu près de 100 000 € au total. Une somme vertigineuse qui représente bien davantage qu'un simple chiffre. Elle symbolise le coût réel de sa descente aux enfers. Face à cette situation, il n'a plus le choix. Il entreprend une cure de désintoxication. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, la guérison n'est pas un événement. C'est un combat quotidien. Un combat physique d'abord. Le corps réclame ce dont il a été privé. La fatigue devient écrasante. Les nuits sont difficiles. Les journées semblent interminables. Puis vient le combat psychologique, le plus redoutable. Car même lorsque le produit disparaît, les pensées restent. Les envies reviennent parfois sans prévenir.
Delormeau découvre alors une vérité douloureuse que connaissent de nombreux anciens toxicomanes. Personne ne peut garantir qu'il ne rechutera jamais. Chaque journée devient une victoire fragile. Chaque semaine sans consommation ressemble à une bataille gagnée. Et malgré tous les efforts entrepris, la reconstruction reste lente. Il faut réapprendre à vivre, réapprendre à faire confiance, réapprendre à croire en l'avenir. Pour beaucoup, cette histoire aurait pu s'arrêter là. Un ancien animateur célèbre, une addiction, une chute, une tentative de renaissance. Mais le plus incroyable est encore à venir. Car ce n'est pas pendant sa descente aux enfers que Mathieu Delormeau va provoquer le plus grand scandale de sa vie. C'est après avoir survécu à celle-ci. Lorsqu'une personnalité publique traverse un scandale, deux chemins s'offrent généralement à elle. Le premier consiste à disparaître, à se faire oublier, à espérer que le temps efface les souvenirs. Le second est beaucoup plus risqué, raconter sa propre histoire avant que les autres ne continuent à le faire à sa place. Après des mois de silence, Mathieu Delormeau choisit la seconde option. À la surprise générale, il décide de revenir dans l'espace public, non pas avec une nouvelle émission ou un projet télévisé, mais avec un livre. Un livre au titre simple, direct et presque brutal. Addiction. Pour beaucoup, cette publication ressemble à une tentative de réhabilitation. Pour d'autres, c'est un règlement de compte avec lui-même. Mais lorsque l'on écoute Delormeau parler de ce projet, on comprend rapidement qu'il s'agit surtout d'un besoin vital. Après avoir passé des années à cacher ses fragilités, il veut enfin raconter ce qui se passait derrière les caméras. Dans les pages de son ouvrage, il évoque sa dépendance, ses erreurs, sa solitude et la spirale qui l'a conduit jusqu'à la garde à vue. Rien n'est présenté comme une excuse, il cherche plutôt à comprendre comment un homme qui semblait tout avoir a pu perdre le contrôle de sa propre vie. Cette sincérité surprend. Le public est habitué aux autobiographies soigneusement calibrées, où les célébrités réécrivent leur passé pour apparaître sous leurs meilleurs jours. Delormeau choisit une voie différente. Il expose ses failles, il parle de ses peurs, il raconte les moments de honte et les périodes où il ne voyait plus d'issue. Mais publier un livre n'est qu'une partie de l'épreuve. Pour le faire connaître, il faut accepter les interviews, revenir sur les plateaux, répondre aux questions, revivre encore et encore les épisodes les plus douloureux de son existence. Très vite, cette tournée médiatique devient éprouvante. Delormeau confie ressentir une fatigue permanente. Il explique avoir parfois l'impression de revivre sans cesse les mêmes blessures. Chaque interview l'oblige à replonger dans une période qu'il essaie pourtant de dépasser. Et c'est au cours de ces échanges qu'il prononce l'une des phrases les plus marquantes de toute sa reconstruction. Une phrase qui frappe les journalistes autant que les lecteurs. Je ne peux pas promettre que je ne retomberai jamais. Dans un monde où les personnalités publiques aiment afficher des victoires définitives, cet aveu surprend. Il ne promet pas un happy end. Il ne prétend pas être guéri pour toujours. Il reconnaît simplement la réalité de l'addiction, un combat qui peut durer toute une vie. Cette honnêteté change progressivement le regard de certains observateurs. Là où beaucoup voyaient uniquement un ancien chroniqueur impliqué dans des affaires de drogue, certains commencent à voir un homme qui tente de se reconstruire sans mentir sur ses fragilités. Pourtant, personne n'imagine encore ce qui va suivre. Car alors que la promotion de son livre semblait destinée à raconter son propre parcours, une interview va soudain faire basculer le récit dans une toute autre dimension. Une dimension politique, une dimension explosive, une dimension qui dépasse largement le destin personnel de Mathieu Delormeau. Invité sur un plateau de télévision pour évoquer la lutte contre la drogue, l'ancien chroniqueur va prononcer quelques phrases qui vont provoquer un séisme médiatique. En quelques secondes, l'homme venu parler de ses addictions va se transformer en témoin gênant, et ce qu'il s'apprête à révéler va sidérer une grande partie de la France. Pendant des mois, Mathieu Delormeau avait parlé de lui, de ses erreurs, de son addiction, de sa chute. Le public croyait alors connaître la suite de l'histoire. Un ancien animateur tentait simplement de reconstruire sa vie après avoir touché le fond. Mais au mois de juin 2025, tout bascule. Invité sur le plateau de BFM TV, Delormeau participe à un débat consacré à une mesure proposée par le ministre Sébastien Lecornu, la mise en place de tests antidrogue dans certains milieux politiques. Le sujet semble sensible, mais personne ne s'attend à ce qui va suivre. Dans un premier temps, l'ancien chroniqueur se montre favorable à ces contrôles. Selon lui,
le symbole est important. Il estime que la lutte contre la drogue ne peut être crédible que si ceux qui exercent le pouvoir acceptent eux-mêmes d'être contrôlés. Puis soudain, la conversation prend une direction totalement inattendue. Face aux caméras, Mathieu Delormeau évoque les soirées qu'il organisait autrefois chez lui. Et c'est là qu'il prononce quelques phrases qui vont immédiatement faire le tour du pays. Selon lui, des hommes politiques fréquentaient un de ces soirées, pas de simples élus locaux, pas des personnalités inconnues. Mais, selon ses propres mots, des personnes très connues et des personnes qui pèsent dans le pays. Le plateau se fige, les journalistes cherchent à comprendre, les téléspectateurs tendent l'oreille, et Delormeau poursuit. Il affirme que certains de ses responsables politiques consommaient de la cocaïne lors de ses réunions privées. Puis il ajoute un autre élément encore plus surprenant, parmi les invités figuraient également des policiers. Selon son témoignage, certains membres de la brigade anticriminalité, plus connue sous le nom de BAC, auraient également participé à ces soirées. Mais l'ancien animateur ne s'arrête pas là. Au cours de la discussion, il évoque également des accusations concernant certaines pratiques policières. Il laisse entendre que certains fonctionnaires pourraient parfois détourner une partie des stupéfiants saisis lors d'interventions. À cet instant, l'interview change complètement de nature. On ne parle plus d'un ancien toxicomane racontant son parcours. On parle désormais d'accusations qui touchent directement des représentants de l'État. Et pourtant, un élément essentiel manque. Les noms. Delormeau ne cite personne. Ni homme politique, ni policier, ni responsable public. Aucune identité n'est révélée. Cette absence transforme immédiatement ces déclarations en immense zone grise. D'un côté, ses propos paraissent explosifs, de l'autre, ils restent impossibles à vérifier publiquement. Les questions se multiplient. Qui sont ces personnalités ? Combien étaient-elles ? Depuis combien de temps ces soirées existaient-elles ? Pourquoi personne n'en avait jamais parlé auparavant ? Et surtout, pourquoi Mathieu Delormeau choisit-il de raconter tout cela maintenant ? La réaction médiatique est immédiate. Les chaînes d'information reprennent ces déclarations. Les journaux publient des articles, les éditorialistes débattent. Pendant plusieurs jours, son nom revient au centre de l'actualité. Sur les réseaux sociaux, c'est une véritable tempête. Certains internautes saluent Corin Assaramot, saluent son courage. Pour eux, Delormeau ose dire publiquement ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps. Ils voient dans son témoignage la parole d'un homme qui n'a plus rien à perdre. D'autres, au contraire, se montrent extrêmement critiques. Ils lui reprochent d'accuser sans fournir de preuves. Ils s'interrogent sur ses motivations et dénoncent des affirmations qui peuvent jeter le discrédit sur des institutions entières sans permettre de vérifier les faits. Entre les soutiens et les détracteurs, le fossé se creuse chaque jour davantage. Mais derrière les polémiques, une question continue de planer au-dessus de cette affaire. Pourquoi parler maintenant ? Que sait réellement Mathieu Delormeau ? Et jusqu'où est-il prêt à aller dans ses révélations ? Car plus le débat s'intensifie, plus une autre interrogation apparaît. Une interrogation peut-être encore plus inquiétante que les accusations elles-mêmes. Et si le véritable problème n'était pas de savoir qui était présent à ces soirées, mais de comprendre pourquoi tant de personnes semblent croire qu'une telle histoire pourrait être vraie, lorsque les déclarations de Mathieu Delormeau ont commencé à faire le tour des médias, beaucoup de personnes se sont concentrées sur une seule question. Les personnalités qu'il évoquait existaient-elles réellement ? Mais peut-être que la véritable question est ailleurs. Peut-être que le sujet le plus dérangeant n'est pas l'identité des personnes présentes lors de ces soirées. Peut-être que le véritable sujet est la place qu'occupe aujourd'hui la drogue dans certains milieux de pouvoir. Depuis plusieurs années, des enquêtes, des témoignages et des affaires judiciaires ont régulièrement rappelé que la consommation de stupéfiants ne concerne pas uniquement les marges de la société. Elle touche parfois des catégories que l'on imagine protégées, respectables ou exemplaires. Le monde politique n'échappe pas à cette interrogation. C'est dans ce contexte qu'est née la proposition portée par Sébastien Lecornu concernant des tests antidrogue au sein des institutions. Sur le papier, l'idée semble simple. Montrer que ceux qui gouvernent doivent être soumis aux mêmes exigences que les citoyens ordinaires. Pourtant, Mathieu Delormeau s'est montré très critique face à cette mesure. Selon lui, ces contrôles risquent surtout de produire un effet symbolique plutôt qu'un véritable changement. Son raisonnement est simple. Il rappelle que de nombreuses substances peuvent disparaître relativement rapidement des tests salivaires, parfois en seulement 24 à 48 heures.
Dès lors, affirme-t-il, si les personnes concernées sont prévenues à l'avance de la date d'un contrôle, il leur suffirait de suspendre leur consommation pendant quelques jours pour obtenir un résultat négatif. Qu'on partage ou non son opinion, il ne s'agit pas ici d'une accusation criminelle, mais d'une critique du dispositif lui-même. Une critique qui a immédiatement relancé le débat sur la responsabilité des élites et sur l'efficacité réelle des mesures annoncées. Et c'est là que l'affaire devient plus complexe. Car le témoignage de Delormeau apparaît pour beaucoup comme le symptôme d'un problème plus vaste. Un problème fait de zones grises, de soupçons et de vérités impossibles à vérifier complètement. D'un côté, il y a ces déclarations. De l'autre, l'absence de preuves rendues publiques. Entre les deux se trouve une frontière fragile, celle qui sépare un témoignage d'une accusation. Cette frontière est au cœur de toute l'affaire. Certains considèrent que Delormeau a eu le courage de parler d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. D'autres estiment qu'accuser sans nommer revient à lancer des soupçons impossibles à confirmer ou à démentir. Dans les deux cas, le prix à payer est élevé, car prendre la parole contre des personnes supposément influentes expose inévitablement à des critiques, à des attaques et parfois à l'isolement. Plus les déclarations sont fortes, plus le risque de se retrouver seul grandit. Et peut-être est-ce là l'une des dimensions les plus tragiques de cette histoire. Car Mathieu Delormeau sait déjà ce que signifie perdre sa place dans le monde. Il a perdu une partie de sa carrière. Il a perdu une grande partie de sa fortune. Il a perdu sa réputation auprès de nombreux téléspectateurs. Il a perdu près de 100 000 € dans sa lutte contre l'addiction. Mais il essaie encore de sauver quelque chose. Sa vérité, sa crédibilité, et peut-être aussi une part de lui-même. Au fond, cette affaire révèle autant notre fascination pour les scandales que notre difficulté à affronter certaines réalités. Nous voulons des réponses claires dans un monde qui offre souvent des vérités incomplètes. Nous voulons des coupables identifiés alors que nous ne disposons parfois que de témoignages contradictoires. Après avoir connu la célébrité, l'addiction, l'humiliation publique et les révélations controversées, Mathieu Delormeau demeure une figure profondément contradictoire. Pour certains, il est un homme brisé qui tente de survivre aux conséquences de ses propres erreurs. Pour d'autres, il est devenu un témoin gênant qui raconte ce que beaucoup préféreraient ne jamais entendre. Mais une question demeure. Lorsque ceux qui dénoncent un système sont aussi ceux qui ont longtemps vécu à l'intérieur de ce système, devons-nous les écouter davantage parce qu'ils connaissent ses secrets ? Ou devons-nous au contraire redoubler de prudence précisément pour cette raison ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.